Les jeunes ne sont pas épargnés pour autant. Chaque année dans le monde, 15 millions de personnes décèdent, faisant du cancer la première cause de mortalité. Mais aux quatre coins du monde, la bataille s'intensifie. L'arsenal thérapeutique est en train de voir le jour. Dans les services d'oncologie des hôpitaux, de nouvelles thérapies ont pris le dessus sur des cancers qualifiés d'incurables il y a encore quelques années, pour les rendre plus efficaces. Quels sont les médicaments de demain contre le cancer? Et quelle nouvelle stratégie pourrait permettre de gagner cette guerre contre la maladie? Des vaccins préventifs, des traitements pour dresser notre système immunitaire à combattre les tumeurs, ou encore les incroyables prouesses de la nanomédecine pour tuer les cellules cancéreuses. Toutes ces innovations laissent aujourd'hui rêver à un futur sans cancer. Chaque heure qui passe, plus de 1500 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués dans le monde. La maladie n'épargne aucun territoire. 15 millions de cas de cancer sont détectés chaque année dans le monde. Aujourd'hui, on guérit à peu près la moitié des patients qui sont atteints de cancer et à peu près la moitié des patients qui mourront un jour de leur cancer. Dans les pays les plus pauvres, la mortalité atteint 65%. Et dans les sociétés développées, c'est une personne sur deux qui sera frappée par un cancer au cours de son existence. Une sonnette d'alarme qui retentit dans notre quotidien. Chaque jour, notre vie est ponctuée de scènes banales qui nous rendent vulnérables au cancer. Tabac, rayons UV, produits chimiques, pollution. Tous ces facteurs exposent davantage les populations du monde. En commençant à prévenir le cancer aujourd'hui, il y aura toujours des générations qui auront été exposées à des facteurs cancérigènes. On peut personnaliser la prévention, bien sûr, mais on aura quand même des cas, même si les gens sont au courant des risques. Dans 2 cas sur 3, il est impossible d'identifier la cause exacte de la maladie. Pourtant, les mécanismes de développement du cancer sont aujourd'hui bien connus et laissent entrevoir plusieurs options pour le vaincre. Patrizia Paterlini-Bresciot est directrice de recherche auprès de l'INSERM et professeure de biologie cellulaire et d'oncologie. Dans le cancer, tout commence par une mutation génétique, un accident de parcours dans la reproduction des cellules. Nos cellules sont en fait gouvernées par notre génome. Et si on pense à une partition musicale, une mutation est en fait le changement d'une note qui fait perdre un peu l'harmonie. Nous avons des agents extérieurs qui peuvent induire des mutations. Ces agents sont les radiations, bien sûr, mais aussi beaucoup les produits chimiques qui sont mutagènes. Et ensuite, nous avons des virus qui peuvent causer des mutations. Au cours de la division cellulaire, ces modifications de notre génome pourraient passer inaperçues et ne pas être réparées. Alors, les 2 cellules formées vont pouvoir acquérir des capacités inédites. La première chose, c'est que la cellule arrive à proliférer sans contrôle. Normalement, la cellule devrait mourir. Et c'est là où elle échappe aux signaux de mort. Cette cellule mutée se démarque ainsi très vite des autres cellules saines. Elle se multiplie rapidement, donnant naissance à des clones qui, comme elle, n'obéissent plus à aucune des règles de l'organisme. À ce stade encore précoce du développement du cancer, il est aujourd'hui impossible de le diagnostiquer. Mais pour tenter de détecter cette cellule mutante, les biologistes ont imaginé mettre au point une recette bien connue dans le domaine des maladies infectieuses. Un vaccin préventif contre le cancer.
Aux États-Unis, c'est à Pittsburgh, une ville de 300 000 habitants en retrait des plus grandes métropoles, qu'un de ces projets prometteurs est en train de voir le jour. Actuellement, une quinzaine de médecins, chercheurs et personnels hospitaliers ont démarré un essai clinique chez l'homme pour un tel vaccin. Janet, 52 ans, est radiologiste, mais aujourd'hui c'est une patiente. J'ai eu ma première coloscopie il y a 1 an, en novembre. J'avais 51 ans. Avec mon médecin, le Dr Sean, on a été très surpris de découvrir un polype d'environ 4 cm dans mon côlon. C'était effrayant parce que je ne savais pas à quoi m'attendre. Et d'après l'aspect, le docteur ne savait pas encore si c'était cancéreux ou pas. Lorsqu'ils ne sont pas pris à temps, les polypes peuvent couramment évoluer en cancer du côlon. Un mal déjà connu dans la famille de Janet. Ce type de cancer est le deuxième le plus fréquent chez les femmes, juste après le cancer du sein. Quand ma grand-mère est décédée, j'ai découvert ses dossiers médicaux. Et il semblait qu'elle s'était fait enlever des polypes et qu'elle avait eu un cancer. Elle n'en avait jamais parlé à personne de la famille et on l'a découvert assez tardivement. Cette patiente a pu être diagnostiquée suffisamment tôt pour éviter le cancer, mais elle risque toujours des récidives. Il y a 1 an, elle a accepté de participer à un essai clinique pour tester un vaccin préventif contre le cancer. L'étude est menée par le docteur Robert Sean dans le service gastro-entérologie au sein de l'hôpital universitaire. Les polypes sont les précurseurs du cancer colorectal. La plupart de ces cancers commencent avec des polypes qui grossissent et se transforment en tumeurs. Ce sont en quelque sorte des pré-cancers. Ce n'est pas encore le cancer, et si on les enlève, on interrompt le développement. Vous êtes maintenant suivi depuis 1 an. Il faut que je vous pose quelques questions. C'est pour faire le point par rapport à l'année dernière. Pour cette étude clinique, nous avons choisi des groupes à risque, c'est-à-dire des individus chez qui on a diagnostiqué des polypes, et ces polypes, on les a enlevés. Mais on sait que chez ces personnes, il y a un risque important de développer un cancer par la suite, et aussi un risque d'avoir de nouveau des polypes. Ce sont à la fois des personnes à risque pour les polypes et le cancer. Les volontaires sélectionnés recevront plusieurs injections de vaccins de manière à optimiser leur défense immunitaire. On suit la réponse immunitaire suite à l'injection. La première chose qu'on regarde chez les personnes vaccinées, c'est si elles sont plus susceptibles d'avoir une réponse immunitaire que les personnes qui ont reçu un placebo. Évidemment, on espère que c'est le cas et on doit le prouver et le tester. On est suivi pour surveiller la réponse au vaccin. C'est des prises de sang réparties sur plusieurs mois et même plusieurs années. Et on a souvent des coups de fil pour vérifier que tout va bien et qu'on n'a pas de réaction ou d'effet indésirable au vaccin. Les résultats de cet essai clinique ne seront connus que dans quelques années. En attendant, tous les échantillons sanguins sont analysés dans le service d'immunologie de l'université. Ce laboratoire est dirigé par Olivera Finn. C'est elle qui a mis au point le vaccin, le fruit de près de 20 années de recherche. Pendant très longtemps, il était impossible d'imaginer que le système immunitaire puisse reconnaître quelque chose qui fait partie de nous, qui ne viennent pas de l'extérieur. Mais maintenant que l'on a découvert qu'il y a beaucoup de choses qui diffèrent entre une cellule cancéreuse et une cellule normale, que cela soit la signalisation, la prolifération, l'expression des molécules de surface, c'est si différent qu'en fait on peut considérer que les cellules cancéreuses sont comme une entité étrangère. Au départ, la stratégie était de trouver un vaccin capable de prévenir la récurrence du cancer chez des patients traités.
Cette stratégie n'a pas très bien marché. Le succès a été mitigé. Chez seulement 30% des patients que l'on avait vaccinés, on a trouvé une réponse immunitaire. La réapparition du cancer était repoussée, ou bien le développement du cancer était plus lent. Mais ça n'a jamais mené jusqu'à la guérison. Alors ce qu'on fait maintenant, c'est que l'on empêche le cancer de faire son apparition. On a choisi des individus qui n'ont jamais eu de cancer, mais seulement une lésion primaire. En les vaccinant, on aide leur système immunitaire à reconnaître une cellule cancéreuse. Les tissus de notre organisme sont constitués de cellules appelées épithéliales. À leur surface, une des protéines pourrait être la cible idéale de ce vaccin. Son nom, MUC1. C'est une molécule très importante en immunologie et surtout pour la biologie des cellules épithéliales. C'est souvent dans les cellules épithéliales ou les cellules des tissus qu'on assiste à une transformation maligne des cellules. Ça se passe comme ça dans 80% des tumeurs. On a découvert que cette molécule est primordiale pour la progression des cancers. Quand les cellules deviennent malignes, ce qui se passe, c'est que la molécule en surface acquiert une nouvelle conformation et de nouvelles propriétés qui permettent au cancer de se développer. Le principe est le même qu'un vaccin contre les maladies infectieuses. Injecter la version modifiée de la protéine MUC1 afin que le système immunitaire produise des anticorps spécifiques contre elle. Si on interfère cette fonction de MUC1, on n'aide pas seulement à détruire les cellules qui expriment cette molécule, mais on peut même bloquer son action. C'est ce que peuvent faire les anticorps, par exemple. Et de cette manière, on bloque le développement du cancer. Les résultats préliminaires sont aujourd'hui très encourageants pour prévenir les cancers colorectaux. Mais à terme, ce sont près de 80% des tumeurs qui seraient concernées. Cancer du sein, poumon, prostate et bien d'autres. Ce vaccin pourrait être une arme universelle pour neutraliser une cellule cancéreuse au tout premier stade de son développement. Car si celle-ci n'est pas stoppée dès sa naissance, son épopée conquérante continuerait alors. Les cellules normales, une fois qu'elles ont fait certains cycles de prolifération, meurent, mais elles continuent à proliférer sans mourir. Si la cellule prolifère et ne meurt pas, forcément, elle produit un amas et constitue donc la première petite masse tumorale. Cet amas de cellules cancéreuses empiète alors de plus en plus sur le tissu sain. Quand la masse devient importante, la tumeur peut devenir localisable. L'important est de pouvoir la détecter au plus tôt. À Paris, l'Institut Curie est un centre entièrement dédié à la prise en charge du cancer. Quand une tumeur est suspectée, c'est au service radiologie que sont d'abord adressés les patients. La tumeur est située là, à la partie en fait postérieure du lobe supérieur du poumon gauche. Le cancer du poumon fait partie de ces cancers souvent diagnostiqués tardivement. Impossible de le palper à main nue, ou même de le repérer par de simples radiologies. Là, c'est une biopsie guidée par le scanner d'une petite lésion pulmonaire qui a la difficulté d'être située en fait à la jonction de deux lobes du poumon. Et donc on risque en fait le pneumothorax. La biopsie consiste à prélever un échantillon de tissu au sein de la masse suspecte. Face à des tumeurs difficiles d'accès, l'aiguille du radiologue doit se frayer un chemin sans risquer d'endommager les organes. De 4. Le prélèvement va ensuite être minutieusement préparé et examiné par des biologistes qui poseront le diagnostic. Arrêtez la programmation sans genre. Alors, voilà des alvéoles normales, avec ici des petits noyaux de cellules pulmonaires normales,
Et voilà ici à côté une tumeur. Une tumeur qui, elle, est constituée d'une grande densité de cellules. On ne voit plus du tout les alvéoles pulmonaires qui apparaissent comme complètement comblées, détruites par la prolifération de cellules ici, qui sont une prolifération de cellules tumorales. Cette biopsie se révèle positive pour le cancer du poumon. Le patient devra être pris en charge au plus vite par différents spécialistes. Le docteur Christophe Le Tourneau est oncologue et responsable du service médecine de précision au sein de l'Institut Curie. Les patients sont adressés en tout premier lieu aux chirurgiens. Et là, le traitement de référence, ça reste la chirurgie et ou la radiothérapie. Mais bon, en premier lieu, la chirurgie. Et donc, le chirurgien, lui, va faire un petit bilan complet. Chaque patient qui est traité dans un centre de lutte contre le cancer ou dans un service de cancérologie va avoir son dossier qui est présenté à une réunion de concertation pluridisciplinaire pour définir quelle est la stratégie et ensuite avoir le traitement qui en découle. Le plus important, c'est d'avoir plusieurs traitements, c'est d'avoir plusieurs cartouches. Et c'est là où la recherche clinique de nouveaux médicaments est importante. Aujourd'hui, une toute nouvelle approche vient bouleverser la recherche sur les nouveaux traitements. C'est l'immunothérapie. Il s'agit de booster les propres défenses immunitaires du patient pour qu'il combatte la maladie de l'intérieur. Une nouvelle lueur d'espoir pour guérir le cancer. Dans l'est de la France, à Besançon, une équipe pluridisciplinaire s'intéresse de près à ces thérapies et à la manière de les optimiser. Depuis quelques années, 2 nouveaux médicaments ont particulièrement fait leurs preuves sur des cancers de la peau très agressifs. Jusqu'à il y a 2-3 ans, la médiane de survie des patients qui avaient un mélanome avec des métastases, elle était de 6 mois. Actuellement, avec les nouvelles immunothérapies, on espère des espérances et des médianes de survie de 24 mois. Donc ça veut dire qu'avec ce type de traitement, on peut quadrupler la médiane de survie. Donc ça veut dire pour environ la moitié des patients. Donc c'est une grande révolution, en tout cas en dermatologie pour nos patients, puisque jusqu'à maintenant, on n'avait pas beaucoup d'espoir malheureusement pour ces patients. Mais ces bons résultats contre le mélanome laissent toutefois entrevoir quelques disparités. Les immunothérapies qui sont délivrées aujourd'hui aux patients et en cours de développement, les anti-PD1 par exemple, qui est la première classe thérapeutique que l'on a, marchent dans 20 à 25% des cancers. On sait qu'on peut combiner ces médicaments entre eux et dans ces cas-là, on peut atteindre dans le mélanome jusqu'à 50 à 60% de patients chez qui on a des réponses. Dans 10% des cas, elles peuvent être complètes, c'est-à-dire qu'on peut faire disparaître les cancers. Le professeur Christophe Borg et son équipe tentent de comprendre les réponses immunitaires en jeu chez les patients. Lorsqu'on développe un cancer, ce cancer, il va persister dans l'organisme plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Donc, les individus qui ont une réponse immunitaire efficace, les cellules immunitaires vont être présentes dans le cancer, le contrôler, mais au bout de quelques semaines, cette réponse immunitaire va être freinée. C'est pour lever ces freins que l'immunothérapie doit entrer en jeu. Mais le mécanisme est complexe et les acteurs sont nombreux. Au laboratoire, les chercheurs ont donc mis au point un test permettant de voir quelles réponses immunitaires sont déclenchées naturellement chez des patients diagnostiqués d'un cancer. Est-ce que c'est bon? Tu as pu lancer la manip? Ouais, c'est bon, j'avais cette cellule, j'ai pu lancer tous les peptides. Et la viabilité était correcte? Ouais, 90%. On part de prélèvements sanguins, donc on va partir des cellules sanguines, donc notre système immunitaire, et on va regarder si ce système immunitaire est capable de reconnaître la tumeur. Pour cela, on dans la plupart des cancers. Dans le sang, les globules blancs sont d'abord isolés avant d'être mis en incubation pendant plusieurs jours avec une molécule connue dans le développement du cancer, la télomérase. L'objectif, faire produire par les globules blancs des défenses immunitaires spécifiques contre la télomérase, des anticorps.
La réaction produite permettra de vérifier l'état du système immunitaire chez le patient. Ces tests-là nous permettent de savoir s'il existe une réponse antitumorale. Et la deuxième étape sera d'essayer de stimuler cette réponse antitumorale chez les patients. Alors, pour ce faire, on va utiliser les mêmes peptides que l'on utilise pour ce test, sauf qu'on va les injecter aux patients afin de stimuler directement dans le patient cette réponse antitumorale. L'objectif à terme sera justement de pouvoir avoir un effet antitumoral grâce aux lymphocytes T anti-télomérase qu'on aura pu générer chez le patient. Donc ça, c'est un essai clinique à venir qui devrait commencer d'ici la fin de l'année. Ces stratégies permettent même d'aller plus loin dans les recherches. Donc ça nous a incité à développer un vaccin pour s'adresser à la population qui n'a pas des bonnes réponses immunitaires anti-télomérase et pour les générer. Donc il y a des étapes logiques. La première étape, c'est de valider chez l'animal qu'on est capable de stimuler les réponses immunitaires anti-télomérase et de développer après un essai de phase 1 qui va dans un premier temps regarder la sécurité chez les patients, puis dans un deuxième temps essayer de valider l'efficacité. Tu fais une vaccination anti-télomérase sur ces souris-là et tu combines ce vaccin avec une thérapie conventionnelle? Oui, voilà. D'accord. Les tests se sont montrés suffisamment concluants chez la souris pour débuter un essai chez l'homme dans quelques semaines. Contrairement aux travaux menés dans l'équipe de Pittsburgh, ce vaccin aurait cette fois une véritable visée thérapeutique en aidant l'organisme à combattre un cancer déjà installé. Immunitaire pour tuer les cellules malades. Une méthode douce qui tranche avec les stratégies très agressives utilisées dans les traitements les plus courants. La chimiothérapie. Plus de 270 000 sont prescrites chaque année en France. Des médicaments puissants qui attaquent les tumeurs, mais aussi les tissus sains indistinctement. Autre angle de tir, la radiothérapie. Elle consiste à irradier les cellules pour provoquer leur mort. Là aussi, il est quasi impossible de protéger les zones saines des rayons. Bonjour Madame Martineau, ça va? Bon. Tous ces traitements, lourds d'effets secondaires, suscitent bien souvent la crainte des patients et laissent les médecins face à un dilemme. Voilà, donc ça c'est l'échographie cardiaque, donc votre cœur fonctionne bien. Une des limites essentielles de tous les traitements qu'on a, laquelle on serait certaine de vraiment détruire toutes les cellules tumorales, est une dose qui est trop toxique pour le corps humain. Et donc c'est-à-dire qu'on est obligé finalement de limiter les doses, que ce soit les doses de rayons X pour la radiothérapie ou les doses de chimiothérapie quand on utilise la chimiothérapie, car sinon les toxicités seraient trop importantes et potentiellement le patient pourrait mourir de la toxicité des traitements. Ça fait quand même pas mal de dégâts, la chimio. Si vous voulez, cette patiente est actuellement traitée du sein. Depuis sa rechute, elle a repris la chimiothérapie pour stabiliser la maladie. J'ai quand même perdu mes cheveux au bout de la 3e séance, alors qu'il y a 17 ans, j'avais un traitement qui était quand même dur, je ne les avais pas perdus, mais j'avais 17 ans de moins, voilà. Et au niveau des ongles, voilà. Voilà, je vous remercie. Et puis, élaborer des traitements alliant une efficacité et une sécurité absolue pour les patients est aujourd'hui une priorité. Dans la recherche des médicaments de demain, tout l'enjeu est de parvenir à tuer uniquement les cellules cancéreuses. En région parisienne, à l'Institut Galien, dans les couloirs de ce laboratoire universitaire, une véritable révolution thérapeutique est en marche depuis quelques années. Le professeur Patrick Couvreur est l'un des pionniers de la recherche internationale en nanomédecine. Une technologie qui touche à l'infiniment petit. Alors, en général, on a tendance à définir les nanotechnologies comme étant des objets extrêmement petits qui ont une taille de l'ordre de quelques nanomètres à quelques centaines de nanomètres. Pour vous donner un ordre de grandeur,
C'est une taille à peu près 70 fois plus petite qu'un globule rouge, puisqu'un globule rouge fait à peu près 7 microns, une nanoparticule 0,1 micron. Ici, les chercheurs jouent les magiciens pour modeler les traitements du futur. Essayer d'améliorer la biodistribution du médicament anticancéreux pour qu'il n'aille pas dans les organes qui ne sont pas concernés par l'activité thérapeutique, c'est-à-dire les organes qui sont sains, mais qu'au contraire le médicament aille de manière beaucoup plus sélective au niveau de la tumeur. Et à ce moment-là, si vous diminuez la toxicité, vous allez aussi pouvoir augmenter les doses parce que la tolérance par le patient va être augmentée. Et si vous augmentez les doses, vous allez aussi indirectement être plus efficace. Gagner en efficacité, c'est l'un des enjeux des nanovecteurs. Des capsules de quelques centaines de nanomètres capables de transporter un grand nombre de molécules de médicaments. Actuellement, l'équipe est en train de développer un nouvel assemblage à l'aide d'un médicament anticancéreux et d'une molécule vecteur, le squalène. Ces travaux ne sont encore qu'au stade de la recherche. Quand la solution devient trouble, c'est signe que la réaction a eu lieu. Dans ces quelques millilitres, des nanovecteurs se sont formés. Ils contiennent pour chacun d'eux des millions de molécules anticancéreuses. De quoi démultiplier l'effet thérapeutique. Mais pour obtenir tout l'effet escompté, ces capsules médicamenteuses doivent d'abord parvenir spécifiquement aux organes touchés par le cancer. Et pour cela, les chercheurs comptent sur une réaction naturelle de l'organisme. L'organisme, quand il voit ça, il va réagir. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir l'impression qu'il est face à une bactérie ou à un virus. Et donc, tout le système de l'organisme, notamment le système immunologique, va se mettre en branle. Il va se mettre en branle et il va recouvrir ces particules de certaines protéines plasmatiques qu'on appelle les opsonines. C'est l'organisme qui va donner une signature moléculaire à la surface des particules pour les désigner comme étant des particules exogènes, extérieures, qu'il faut éliminer. Ainsi, dans le sang, ces nanovecteurs sont reconnus par les sentinelles de l'organisme. Les macrophages, qui les capturent et les transportent jusqu'au foie. Aujourd'hui, un médicament est actuellement à l'essai pour traiter le cancer du foie. Mais pour essayer d'atteindre d'autres organes, les chercheurs rivalisent d'imagination. En fait, l'idée, ça a été de greffer à la surface de ces nanovecteurs des polymères hydrophiles flexibles qui vont recouvrir la surface de ces nanovecteurs, de ces nanoparticules, avec un chevelu moléculaire. Grâce à un ingénieux encombrement de sa surface, ce nouveau nanovecteur parvient à déjouer le système immunitaire. Et le résultat, c'est que du coup, ces nanovecteurs ne sont plus reconnus et ils vont perdurer plus longtemps dans la circulation générale. À proximité des tumeurs, fait en surface, il pourrait pénétrer exclusivement dans les cellules cancéreuses. C'est alors qu'il libère l'artillerie lourde. Ce genre d'application n'est qu'un début. En Europe, aux États-Unis et dans les plus grands pôles technologiques du monde, les scientifiques tentent de mettre au jour les prouesses spectaculaires des nano-objets. À Singapour, dans l'une des universités les plus prestigieuses d'Asie, une équipe spécialisée en ingénierie biomédicale travaille sur de futurs traitements anticancéreux activés par la lumière. C'est le professeur Yong Zhang qui dirige ces recherches. Il y a des traitements que l'on appelle est activés par la lumière pour créer des radicaux libres qui sont très efficaces pour tuer les cellules cancéreuses.
Les chercheurs ont mis en place une technique incroyable pour tuer les cellules cancéreuses in vitro. Ils disposent d'un médicament anticancéreux qui peut s'activer au contact direct de la lumière visible. Ainsi, le traitement n'est libéré que de manière extrêmement localisée dans les tissus touchés. Les thérapies photodynamiques que l'on utilise habituellement ont plusieurs limites. Déjà, la lumière du domaine visible que l'on peut utiliser pour activer la libération de médicaments ne pénètre pas profondément dans les tissus. Et malheureusement, les médicaments anticancéreux disponibles pour l'instant ne marchent qu'avec de la lumière fluorescente et pas avec de la lumière infrarouge. Mais pour essayer de remédier à cela, il faudrait utiliser la lumière dans le proche infrarouge qui va pouvoir aller plus profondément cancéreux. Et ce, grâce à des nanoparticules capables de transformer de la lumière infrarouge en lumière fluorescente. Grâce à cette technologie de l'infrarouge, on pourrait envisager de traiter des tumeurs très profondes. Le médicament ainsi que les nanoparticules sont injectés et guidés vers les cellules cancéreuses. Pour démarrer la réaction, un rayonnement infrarouge bombarde les nanoparticules. Les cellules cancéreuses seraient ainsi neutralisées. Cette technique pourrait révolutionner les futurs traitements en s'attaquant à des tumeurs inopérables et en limitant au maximum les dégâts sur les tissus sains. Ces prouesses technologiques sont l'avenir de la médecine de précision. Dans quelques décennies, il serait possible de frapper de manière chirurgicale la maladie, traquer une à une les cellules tumorales et même s'attaquer au cancer généralisé qui laisse aujourd'hui de faibles espoirs de guérison. En effet, au bout d'un certain temps, la maladie franchit un stade critique. De nouvelles tumeurs peuvent se propager un peu partout dans l'organisme grâce à d'autres mutations des cellules. Quand on a la première petite masse de cellules tumorales, pour que la tumeur devienne vraiment maligne, ces cellules doivent rasper, il faut qu'elles puissent se détacher de la masse sans mourir. Deuxième, il faut qu'elles puissent avancer, donc se déplacer. Ensuite, il faut qu'ils puissent liser le tissu autour pour pouvoir donc progresser vers les vaisseaux sanguins et être capable de rentrer dans les vaisseaux sanguins. Et c'est là où le voyage commence. Quelques cellules cancéreuses parviennent à s'échapper de la tumeur. Elles empruntent la circulation sanguine ou remontent même le long des nerfs pour se propager dans l'organisme. Loin du tissu qui les a vues naître, elles vont créer de nouveaux foyers de la maladie. On les appelle les métastases. Ce qu'il faut comprendre est que pour une cellule tumorale, de fonder une métastase, c'est comme pour nous, terriens, aller fonder une colonie dans une autre planète. C'est un autre environnement et c'est au bout de beaucoup de temps, d'efforts, d'échecs, de morts cellulaires que la cellule peut y arriver. Et d'arriver à se poser dans d'autres organes, et là aussi, pendant un long moment, n'est pas capable de proliférer, et ensuite devient, mais c'est rarissime, capable de proliférer. À l'échelle des cellules, le développement du cancer est un processus long et laborieux. La conquête de nouveaux territoires peut prendre plusieurs années, voire une décennie. Pour prendre de court le cancer dans les populations, les campagnes de dépistage s'organisent. La mammographie, préconisée pour les femmes à partir de 50 ans, permet de détecter des tumeurs précoces avec un bon pronostic de guérison. Comme pour le cancer du sein, il existe des tests rapides pour les cancers du col de l'utérus et les cancers colorectaux. Mais pour les autres formes, ce n'est pas si simple. Et dans de rares cas, l'évolution est foudroyante. La maladie peut tuer en quelques mois seulement. La durée de vie moyenne des gens qui ont un cancer avec des métastases, elle dépend très largement du type de cancer. C'est-à-dire qu'il y a des cancers qui sont très agressifs, comme par exemple le cancer du pancréas, où la durée moyenne de survie quand il y a des métastases, elle est de moins de 1 an. Et puis il y a des cancers qui sont moins agressifs ou pour lesquels on a plus de traitements,
parle par exemple du cancer du sein qui est hormonodépendant, pour lesquels on peut donner des traitements hormonaux. Et là, la durée de survie de ces patientes est plutôt de l'ordre de 5 ans. Détecter ces cas agressifs à un stade précoce, c'est le pari fou de la chercheuse Patrizia Paterlini-Brescio. Au sein de son laboratoire parisien, elle a mis au point un test pour dépister n'importe quelle tumeur à caractère invasif. Katia, c'est arrivé alors? Oui, c'est arrivé, je suis en train de traiter les échantillons. Parfait. Le test que nous avons développé est un test de diagnostic précoce de l'invasion tumorale. Donc c'est l'invasion tumorale, ce n'est pas la tumeur primitive qui tue le patient. Cette invasion tumorale s'est produite en premier lieu par le passage des cellules tumorales dans le sang, et ces cellules sont extrêmement rares, donc il fallait les détecter. Ces cellules cancéreuses sont un peu plus grandes que les cellules sanguines. Pour les isoler, il suffit simplement de les filtrer dans le sang. Mais toute la difficulté de ce test réside surtout dans la précision. Ces cellules cancéreuses circulantes sont extrêmement rares, de l'ordre de 1 à quelques par 1 millilitre de sang, donc une mélangée à 5 à 10 millions de globules blancs et 5 milliards de globules rouges. C'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Dans ce prélèvement sanguin de 10 millilitres, l'équipe parvient à isoler seulement 1 ou 2 cellules cancéreuses. Celles-ci sont ensuite analysées au microscope en quelques minutes pour vérifier le diagnostic. De tels tests sont disponibles depuis quelques années dans les unités d'oncologie des hôpitaux. Au-delà du bénéfice pour le diagnostic, d'autres investigations pourraient être faites pour identifier le degré de malignité du cancer et même sa provenance. De quoi remonter la piste de la maladie grâce à une simple petite cellule. Comme l'équipe de l'INSERM ou encore l'Institut Curie, une poignée de laboratoires et d'hôpitaux à travers le monde s'est lancé un défi encore plus poussé. Explorer le cœur des cellules cancéreuses et identifier leurs anomalies génétiques. Objectif, mieux connaître son ennemi pour mieux le vaincre. Aux États-Unis, l'Université de Columbus est l'un des plus importants pôles cellules cancéreuses semble une évidence pour comprendre la maladie, c'était encore impensable il y a quelques années. De nombreuses avancées dans le séquençage génétique ont été faites et nous ont aidé à comprendre les bases génétiques du cancer. De 1999 à 2003, le projet sur le génome humain a commencé et nous a aidé à mieux connaître les 20 000 gènes humains qui représentaient environ 6 milliards de bases d'ADN. Et à la fin du projet, une technologie de séquençage nouvelle génération a vu le jour. Sa performance principale, c'est qu'elle est des millions de fois moins chère et que ça va considérablement plus vite. Il y a 15 ans, il fallait compter de nombreuses semaines et un coût exorbitant de $10 000 minimum pour... Nous faisons des études cliniques et de la recherche fondamentale. Il faut savoir que séquencer le génome est toujours assez cher et long. Et nos patients n'ont pas le temps d'attendre pour être traités. Alors on a trouvé un compromis en développant un essai clinique qui teste le séquençage ADN sur 200 à 300 gènes. C'est ce qu'on fait en laboratoire. On obtient des résultats rapidement en se concentrant sur ces quelques centaines de gènes dont on sait qu'ils sont des cibles sur lesquelles on peut déjà agir. Environ 3 fois par semaine, le laboratoire reçoit des biopsies de patients diagnostiqués d'un cancer. Ces prélèvements vont être manipulés avec toutes les précautions. Objectif, extraire l'ADN du noyau des cellules cancéreuses. Le prélèvement arrive sur une lame. Et puis l'ADN que l'on extrait des cellules tumorales va être préparé pour le séquençage.
Une fois que l'ADN est en solution, on doit le couper en morceaux en utilisant des sons haute fréquence. Ces petits bouts constituent alors des pièces de puzzle qui vont s'associer à ce qu'on appelle des adaptateurs, des sondes ADN dont on dispose dans nos banques de gènes. Grâce à cela, on peut faire le séquençage. Une fois l'ADN isolé et découpé en petits morceaux, ce sont ces machines qui prennent le relais. Elles vont tourner des jours entiers pour analyser minutieusement plusieurs dizaines de millions de nucléotides, les briques de base de l'ADN. Au final, il s'agit de déterminer si des mutations sont présentes parmi quelques 300 gènes connus pour être impliqués dans le cancer. Ça, c'est le gène normal. Et ça, c'est celui de la tumeur. Et ici, c'est la partie du chromosome que l'on a étudiée. Si on zoome un peu plus, on peut voir qu'il y a un changement de nucléotide à cet endroit. Cette mutation entraîne un changement d'acide aminé dans la protéine tumorale Caras. Ce gène est connu pour de nombreuses mutations. Quand les résultats tombent, tout l'enjeu est de voir si le patient pourrait être éligible à des traitements ciblés. Certaines thérapies qui ont été développées pour un gène cancéreux donné ont pu être proposées pour un cancer pour lequel on a découvert le même gène. Par exemple, un médicament pour le mélanome, qui est un inhibiteur d'une molécule qui s'appelle BRAF, est maintenant de nouveau utilisé pour un cancer très différent comme le cancer du poumon. Ainsi, des médicaments existent. Du séquençage génétique ne s'arrête pas là. Les principaux avantages de ces nouveaux séquençages appliqués en recherche clinique sont qu'ils permettent de trouver de nouveaux traitements basés sur la génétique. Mais il y a d'autres applications également. Par exemple, certains patients reçoivent une thérapie qui fonctionne bien au début, mais au bout d'un certain temps, leur cancer devient résistant. Avec cette approche, on peut tester et comparer le cancer avant traitement et après, et identifier pourquoi le cancer est devenu résistant. Cette approche révolutionne la manière de voir le cancer et permet de le traiter de manière très personnalisée. Le cancer est reconsidéré, ça va au-delà du tissu d'origine ou de l'organe d'origine. Aujourd'hui, il n'est plus question de différents types de cancers, mais en plus, si vous prenez un cancer du poumon, vous pouvez avoir 50 Dans tout le pays, un vaste programme de séquençage génétique vient d'être lancé. Son but, identifier de nouveaux gènes cancéreux et accélérer la recherche de nouvelles thérapies. Plus de 3000 patients seront testés, tout type de cancer confondu. À Paris, Annick, la patiente du docteur Le Tourneau suivie à l'Institut Curie, va pouvoir bénéficier d'un de ces traitements ciblés. C'est un grand jour aujourd'hui. Oui. Donc si vous voulez, l'électrocardiogramme là il est bon. On a fait un bilan sanguin, donc ça je vais le vérifier pendant la journée. Et si tout est bon, ensuite on pourra passer à la deuxième étape, la thérapie ciblée qui correspond à l'altération moléculaire qu'on a détectée sur votre tumeur. Voilà, au niveau du Contre le cancer du poumon, le mélanome ou le cancer du sein, ces thérapies ont montré une certaine efficacité. Une altération moléculaire a été identifiée dans un cancer, comme HER2 par exemple dans le cancer du sein, c'est 15% des femmes qui ont un cancer du sein. Le fait d'avoir un cancer HER2, c'était très péjoratif à l'époque. Aujourd'hui, grâce à ces traitements, on espère même que les patientes soient HER2 parce qu'il y a ces thérapies qui marchent si bien. À présent, il existe une cinquantaine de traitements ciblés, commercialisés ou approuvés en essais cliniques. L'objectif des nouveaux traitements, c'est d'essayer de contrôler la maladie cancéreuse le plus longtemps possible et éventuellement même d'arriver à la guérir, même dans des situations métastatiques quand des cellules ont migré ailleurs. Dans les éprouvettes des scientifiques du monde entier,
plusieurs dizaines de nanomédicaments. Grâce au progrès de la recherche, un nouvel avenir se dessine dans les traitements du cancer, mais aussi dans la prévention. Certains spécialistes estiment qu'en 2050, on ne mourra plus d'un cancer avant l'âge de 80 ans. Les scientifiques les plus optimistes parlent même d'une échéance à 2030. Le cancer deviendrait alors une maladie chronique de plus, parmi tant d'autres. Nous ne sommes pas loin d'un monde sans cancer. Nous avons aujourd'hui des outils qu'on n'avait pas il y a 50 ans. La première chimiothérapie a été développée pour la leucémie chez l'enfant. C'était à l'époque incurable, 0% de chance de survie 5 ans après l'apparition de la maladie. Maintenant, avec les traitements disponibles, on guérit 90% des patients qui ont cette forme de leucémie. Et encore, ces résultats, c'est sans compter sur les tests génétiques qu'on a désormais à disposition. Leucémie, cancer des testicules, cancer du sein. Petit à petit, les traitements gagnent du terrain sur la maladie et défient les statistiques sur la mortalité. Aujourd'hui, dans les sociétés développées, la guérison s'est améliorée de 20% en 20 ans. Pour continuer sur cette lancée, les médecins et les chercheurs ont déployé les grands moyens. Mais les espoirs se tournent désormais vers l'industrie pharmaceutique. Les vaccins ne sont pas de bons investissements si vous voulez faire de l'argent. Certaines immunothérapies qui ont récemment été approuvées permettent de faire énormément de bénéfices pour les compagnies et restent chères pour les patients. Alors, même si nous obtenons de très bons résultats, même si c'est une réelle promesse pour trouver une issue au cancer dans le monde entier, les industries doivent décider si c'est suffisamment rentable pour elles de le développer. Ce sont des choses que nous, les chercheurs, nous ne contrôlons pas. Avec l'immunothérapie et les médicaments ciblés, demain, chaque malade pourrait bénéficier d'un traitement qui lui serait propre. Mais quel en sera le coût? Comment permettre à tous d'en profiter? Et trouvera-t-on un modèle économique pour fabriquer ces médicaments sur mesure? Alors que plusieurs révolutions thérapeutiques sont en marche, d'anciennes approches pour traiter le cancer pourraient être remises au goût du jour. Une piste intéressante dans la lutte contre le cancer, c'est la possible exploitation du fait que les cellules tumorales ont un métabolisme différent par rapport aux cellules normales. Donc c'est un aspect très intéressant qui permettrait de cibler uniquement les cellules tumorales. Mais encore, la médecine n'a pas pu aller jusqu'au bout de cette piste. À ce jour, dans le monde, cette cause universelle est celle qui bénéficie des plus importants moyens de financement. Mais au-delà de la maladie, les recherches sur le cancer ouvrent aussi la voie vers d'autres sujets d'avenir, comme le développement des cellules souches ou l'immortalité. De formidables applications dont les scientifiques pourraient tirer parti en perçant les derniers secrets du cancer. Partout dans le monde, des scientifiques mettent au point les prothèses et implants auxquels nous aurons accès demain. L'homme réparé, dans un instant, sur Science et Vie TV. Bienvenue. Le Mac de la Science, nouvelle saison inédite. Décryptez l'actualité scientifique et technologique comme vous ne l'avez jamais fait.
Au programme, de nouveaux sujets et de nouveaux invités pour vous offrir encore plus de réponses sur les questions de science qui défient notre société. Pour toujours mieux comprendre le monde qui nous entoure, le Maths de la Science, saison inédite, tous les dimanches à 19h sur Science et Vie TV. Les hommes ont toujours été fascinés par l'idée de créer un être artificiel, une sorte d'assistant pour le travail et un compagnon personnel. Bienvenue dans le monde des robots. Je vais t'apprendre un nouvel objet. Ok, montre-moi le nouveau jouet. Faites un voyage extraordinaire dans le futur avec les tout derniers nés de la robotique. Salut, mon nom est Robotespial. Tu m'es étrangement familier. Rencontrez 70 robots et leurs créateurs dans une étonnante série. Ou ne plus. Génération Robot, tous les lundis à 20h45 sur Science et Vie TV. Ne plus soigner, ne plus guérir, mais remplacer tout simplement les parties abîmées du corps comme si nous étions des machines. Depuis quelques années, une telle perspective devient réalité. À travers le monde, les scientifiques mettent au point des prothèses toujours plus performantes. Des bras bioniques au mouvement naturel, des implants qui rendent la vue à des aveugles, des organes artificiels pour pallier les défaillances du corps. Ces fabuleux progrès technologiques contribuent à améliorer le quotidien des personnes accidentées et handicapées. Ils laissent imaginer l'avènement d'hommes-machines dont on pourrait changer les pièces à volonté pour lutter contre la maladie, l'accident ou la vieillesse. La médecine du futur parviendra-t-elle à réparer entièrement les hommes? Et jusqu'où ira cette fusion entre la recherche médicale et la haute technologie? La médecine réparatrice entre dans une nouvelle ère et s'apprête à transformer le visage de l'humanité. Entre interrogation et espoir de vaincre le handicap, voyage au cœur d'une révolution en marche. Chaque année, des milliers de victimes d'accidents ou de maladies perdent leurs membres. Depuis l'Antiquité, les prothèses de mains et de jambes existent et se sont perfectionnées. Mais au cours des 2 dernières décennies, elles ont connu des progrès révolutionnaires. Aujourd'hui, seule une poignée d'usines à la pointe des dernières technologies proposent ces prothèses dites bioniques. Près de 5000 mains au design digne des films de science-fiction sont vendues tous les ans dans le monde. Des membres artificiels capables d'effectuer des mouvements complexes. Ottobock, en Autriche, est l'un des leaders mondiaux du secteur. Martin monde sans main droite et travaille dans cette usine. Tous les jours, il utilise sa main bionique. Cette prothèse fabriquée dans les murs de l'usine fonctionne grâce aux muscles qui subsistent dans son moignon. Cette technologie est électrique et fonctionne principalement grâce à l'utilisation des muscles du moignon pour actionner la prothèse. Parce que lorsqu'on se fait amputer ou que l'on est sans bras, on peut dans de nombreux cas utiliser les muscles qui restent en les contractant. Chaque contraction musculaire génère un faible courant électrique. Cette impulsion est appelée signal myoélectrique. Un amputé peut donc contracter des muscles sélectionnés et ouvrir et fermer sa main artificielle grâce à des capteurs qui enregistrent ses mouvements. Pour détecter les signaux myoélectriques, on a installé 2 capteurs sur le moignon. Le premier sert à ouvrir la main, il est posé sur un muscle fléchisseur utilisé pour le mouvement d'ouverture. Et quand la main se contracte, c'est grâce à l'autre groupe de muscles sur le côté intérieur du moignon que j'actionne.
au contact des muscles choisis. Le signal électrique est ensuite converti en mouvement grâce au système informatique et au moteur de la prothèse. Selon le type d'amputation, certaines mains bioniques permettent même un usage indépendant des doigts artificiels. Grâce à ces prothèses de dernière génération, la personne amputée est largement améliorée.